Un fermier torturait des chevaux pour amuser l'élite, jusqu'à ce que Tempête, un magnifique étalon noir, décide de se rebeller. Par un acte surprenant que personne n'aurait pu prévoir, ce cheval a changé à jamais le destin de toute une ferme. Une histoire de justice, de transformation et de rédemption qui vous émouvra aux larmes. Préparez-vous, car ce voyage touchera votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez d'où vous regardez. Dans l'imposante ferme de la Crête Dorée, où l'horizon s'étend dans des tons dorés et où le vent murmure à travers les champs de blé mûr, vit Richard Dubois, un homme dont la fortune s'est construite sur la souffrance silencieuse d'animaux nobles. À 55 ans, Dubois porte sur son visage les marques d'une vie dédiée à la domination. Ses bottes de cuir toujours impeccables cachent le sang invisible d'innombrables batailles contre des esprits sauvages qu'il refuse de respecter. Dans les plaines du sud de la France, où le café est servi avec les premiers rayons du soleil, et où les paysans se réunissent pour raconter des histoires lors des nuits froides, Dubois a transformé le dressage de chevaux en un spectacle brutal qui attire de riches propriétaires terriens de toute la région. Le bruit des fouets fendant l'air se mêle aux applaudissements enthousiastes de la foule assoiffée de violence déguisée en tradition. Sous le ciel immense de la campagne française, la cruauté a trouvé un foyer prospère entre les mains de cet homme. Pendant 3 ans, de magnifiques animaux sont soumis à des méthodes d'entraînement qui brisent non seulement leur corps, mais aussi leurs esprits. Privation d'eau et de nourriture, éperons pointus qui déchirent des flancs déjà blessés, et un appareil de choc électrique spécialement conçu pour briser les volontés les plus rebelles. Ce ne sont là que quelques-uns des instruments que Dubois utilise avec un sourire au visage. Ces séances de dressage se déroulent dans un manège circulaire, entouré de gradins où l'élite locale s'installe avec des verres de vin cher, pariant sur le temps que mettra chaque animal à se rendre. Parmi les nombreux chevaux qui ont franchi les portes de la Crête Dorée, aucun n'a eu autant d'impact que Tempête. Noir comme la plus sombre des nuits sans lune, l'étalon de 4 ans ne porte qu'une marque particulière, une tache blanche en forme d'étoile au centre de son front. Les yeux de l'animal, profonds et marrons, semblent garder d'anciens secrets, comme si en eux résidait une sagesse qui transcende la compréhension humaine. Capturé dans les montagnes après une poursuite qui a duré 2 jours entiers, Tempête est arrivé à la ferme, avec la force d'un ouragan, renversant 3 paysans expérimentés qui ont tenté de le maîtriser. Dubois a vu dans ce magnifique spécimen le défi parfait, le trophée qui couronnerait sa réputation de dresseur le plus habile de la région. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas un cheval ordinaire. Dans les veines de Tempête coulait le sang d'une lignée rare, descendant des premiers chevaux apportés par les conquistadors espagnols, des animaux qui portaient dans leur ADN la mémoire ancestrale, de la liberté et de la dignité. Le fermier a toujours été reconnu pour sa nature arrogante. Fils unique d'un homme gentil qui a construit la ferme avec un travail honnête et le respect des animaux, Dubois a grandi en se sentant inadéquat aux yeux de son père. Alors que le vieux Antoine Dubois traitait chaque animal de la propriété comme un collaborateur précieux, le jeune Richard trouvait du plaisir à soumettre, à prouver son pouvoir sur des créatures plus faibles. Cette fissure entre père et fils s'est élargie avec le temps, se transformant en un abîme qui n'a jamais été franchi. « Tu es trop cruel pour hériter de cette terre », furent les dernières paroles qu'Antoine adressa à son fils avant de décéder, il y a 10 ans. Depuis lors, Richard s'est consacré de manière obsessionnelle à prouver que la cruauté n'est qu'un autre nom pour l'efficacité. Ces rodéos mensuels sont devenus de plus en plus populaires, attirant des propriétaires terriens de 3 régions qui applaudissent, pendant que des chevaux sauvages sont dressés avec une violence calculée. Les paris atteignent des sommes astronomiques et la réputation de la Crête Dorée grandit autant que son compte bancaire. La demeure de Dubois, une construction imposante de pierre et de bois nobles, est devenue un symbole de pouvoir dans la région. Son épouse, Élise, une femme autrefois vibrante et passionnée, se déplace maintenant dans les couloirs comme un fantôme, portant sur son dos courbé le poids de 2 décennies de mariage avec un homme incapable d'aimer. Leur fils Michel, âgé de seulement 10 ans, observe le monde avec des yeux curieux et un cœur encore non corrompu par la dureté de son père, trouvant refuge dans les livres et la compagnie des animaux qu'il parvient à visiter secrètement.
L'équilibre précaire de la ferme commence à se transformer un matin d'automne, lorsqu'une camionnette poussiéreuse se gare devant le bureau de Dubois. En descend Caroline Martin, 30 ans, cheveux noirs attachés en une longue tresse et yeux verts qui observent tout, avec une attention scientifique et une compassion innée. Récemment diplômée en médecine vétérinaire de l'école vétérinaire de Lyon, elle a choisi cette région isolée pour commencer sa carrière, mue par un objectif qui va au-delà de la simple pratique professionnelle. Ce que personne à la Crête Dorée ne sait, c'est que Caroline porte avec elle l'héritage de sa grand-mère Yvette, une guérisseuse issue d'une communauté ancestrale qui lui a enseigné la connexion sacrée entre les humains et les animaux. Les chevaux sont des messagers entre les mondes, disait souvent la vieille femme en préparant ses tisanes. Ils voient notre âme véritable et répondent non pas à nos paroles, mais à ce que nous sommes à l'intérieur. Sur son lit de mort, Yvette a fait promettre à sa petite-fille d'utiliser ses connaissances modernes pour protéger les animaux où qu'elles soient. Caroline est embauchée par Dubois non pas par souci sincère pour ses animaux, mais parce que les acheteurs internationaux exigent des certificats de santé signés par des professionnels qualifiés. Dès son premier jour, alors qu'elle examine les écuries, elle remarque les marques de mauvais traitement. Cicatrices mal guéries, yeux éteints par la peur chronique, comportements stéréotypés qui dénoncent une souffrance psychologique. Son cœur se serre, mais elle sait qu'elle doit être stratégique si elle veut vraiment aider ses animaux. La même semaine, un autre étranger arrive à la ferme. Pierre Lambert se présente comme un palefrenier expérimenté, cherchant un emploi. Âgé de 40 ans, visage marqué par des cicatrices qu'il attribue à un ancien accident, et mains calleuses par le travail acharné, il impressionne le contremaître par ses connaissances sur les équidés. Embauché immédiatement, Pierre se déplace dans les écuries avec une familiarité inquiétante, comme s'il connaissait déjà chaque recoin de cet endroit. Ce que Dubois ne pourrait jamais soupçonner, c'est que Pierre est né ici même, à la Crête Dorée, fils de l'ancien contremaître qui a servi fidèlement le vieux Antoine pendant 3 décennies. Lorsque Richard a repris la ferme après la mort de son père, sa première action a été d'expulser tous les employés fidèles à l'ancien propriétaire, accusant injustement le père de Pierre de vol. La famille a été forcée d'abandonner le seul foyer qu'elle connaissait au milieu de la nuit, pendant une tempête implacable. Lors de ce voyage, la mère de Pierre est tombée gravement malade et est décédée quelques semaines plus tard, sans accès adéquat à un traitement médical. Pierre revient maintenant non seulement en quête de justice, mais guidé par un savoir ancestral. Descendant d'une lignée française de chuchoteurs de chevaux, il porte avec lui des techniques transmises de génération en génération, basées sur la communication subtile et le respect mutuel entre l'homme et l'animal. Ses ancêtres croyaient que chaque cheval possède une essence unique, un esprit propre qui ne doit jamais être brisé, seulement invité au partenariat. La rencontre entre Pierre et Tempête a lieu par un après-midi pluvieux, désigné pour nettoyer les boxes des cas perdus, des chevaux qui résistent au dressage violent et attendent des destins sombres. Le palefrenier s'arrête devant l'impressionnant étalon noir. Leurs regards se croisent dans un moment de reconnaissance mutuelle qui transcende les explications rationnelles. Sans témoin, Pierre tend la main ouverte vers l'animal, murmurant des mots dans un vieux français, presque oublié, que son grand-père lui a enseigné. À sa surprise, Tempête s'approche lentement, touchant le centre de sa paume avec son museau velouté. Pendant des semaines, aux premières heures de l'aube et aux heures du crépuscule, lorsque les autres paysans sont occupés à leurs propres tâches, Pierre travaille secrètement avec Tempête. Utilisant d'anciennes techniques de dressage doux basées sur le langage corporel et le respect mutuel, il construit avec l'animal une relation de confiance qui contraste dramatiquement avec les méthodes brutales de Dubois. Sans corde, sans fouet, seulement de la patience et une compréhension silencieuse, les deux dansent un ballet invisible qui éveille chez le cheval non pas la soumission, mais la coopération volontaire. Caroline perçoit le changement, subtil dans le comportement de Tempête. Lors de ses examens de routine, elle remarque comment l'animal auparavant agressif l'observe maintenant avec une curiosité tranquille. Intriguée,
Elle commence à visiter les écuries à des heures inhabituelles, jusqu'à ce qu'une nuit elle assiste à la séance secrète de Pierre. Cachée dans l'ombre, elle regarde émerveillée la communication silencieuse entre l'homme et l'animal, reconnaissant, dans cette pratique, les principes que sa grand-mère décrivait. Au lieu de dénoncer le comportement non autorisé, elle décide de s'approcher de Pierre, révélant ses propres préoccupations concernant les méthodes de la ferme. Une alliance silencieuse se forme entre la vétérinaire et le palefrenier, deux gardiens de connaissances ancestrales, déguisés sous des apparences modernes, unis par le désir de transformer la réalité brutale de la crête dorée. Caroline fournit des médicaments et des traitements qui soulagent la souffrance des animaux les plus maltraités, tandis que Pierre partage des techniques douces avec les paysans les plus jeunes et réceptifs, semant des graines de changement presque imperceptibles. Pendant ce temps, la vie suit son cours implacable. Dubois se prépare pour le plus grand événement jamais organisé à la ferme, un rodéo spécial pour célébrer son 55e anniversaire, auquel assisteront des acheteurs internationaux et des propriétaires terriens influents de tout le pays. Tempête sera l'attraction principale, annoncée comme l'indomptable qui sera dompté, avec des paris qui atteignent déjà des sommes records. La nature, cependant, a ses propres plans. Dans la semaine qui précède le grand événement, une tempête dévastatrice frappe la région. Des pluies torrentielles transforment des ruisseaux paisibles en torrents furieux, et la rivière qui traverse la propriété déborde, inondant les pâturages, détruisant les clôtures et menaçant les fondations mêmes de la ferme. Pendant la confusion pour sauver le matériel et reloger les animaux, le petit Michel échappe à la vigilance de sa mère et s'aventure pour vérifier si son chien est en sécurité dans le chenil près de la rivière. Le courant traître emporte rapidement le garçon, ses cris de secours se perdant dans le rugissement assourdissant de la tempête. Élise, désespérée, court en direction de son fils mais glisse dans la boue et tombe, se tordant gravement la cheville. Les paysans, occupés à divers endroits de la propriété, n'entendent pas ses appels angoissés. C'est alors que Tempête, dans un moment qui sera plus tard décrit par les superstitieux comme une intervention divine, défonce la porte de son box d'un puissant coup de sabot et galope directement vers la rivière. Sans hésitation, le magnifique étalon plonge dans les eaux agitées, nageant avec une détermination impressionnante jusqu'à atteindre le garçon. Avec une précision qui défie les explications, il se positionne de manière à ce que Michel puisse s'accrocher à sa crinière, puis revient au rivage, luttant contre la force du courant avec un mélange de puissance physique et d'apparente compréhension de l'urgence du moment. La scène du sauvetage est observée par plusieurs employés, qui courent pour aider, y compris Dubois lui-même, qui arrive à temps pour voir son fils ramené en sécurité par l'animal qu'il prévoyait d'humilier publiquement dans quelques jours. Le fermier reste paralysé, observant comment Michel, trempé mais indemne, embrasse le cou du cheval noir avec une familiarité surprenante. « Je savais que tu viendrais », murmure le garçon à l'oreille de Tempête, révélant une amitié secrète qui a fleuri les après-midi où il visitait les écuries en cachette. Cette nuit marque le début d'une transformation subtile chez Dubois. Alors qu'il observe son fils dormir paisiblement après la frayeur, des souvenirs longtemps réprimés commencent à émerger. Il se souvient de son propre père racontant des histoires sur la sagesse des chevaux, sur la façon dont ces animaux nobles étaient considérés comme des psychopompes dans diverses cultures, des guides entre les mondes, capables de voir au-delà des apparences. Pendant un bref instant, il se demande si sa quête obsessionnelle de contrôle et de domination ne l'a pas éloigné de vérités essentielles que son père a essayé de lui enseigner. La tempête provoque le report du grand événement, qui est reprogrammé pour coïncider avec la fête annuelle de la ville, connue pour la traditionnelle fête du cheval de la région, qui célèbre les racines françaises de la région. Bien qu'ébranlé par l'expérience récente, Dubois reprend bientôt ses habitudes, pressant les paysans d'intensifier l'entraînement de Tempête. Le cheval, cependant, montre une résistance renouvelée, comme si l'acte de sauver Michel avait ravivé une flamme primordiale dans son esprit. Dans les semaines qui précèdent la fête, la tension à la ferme devient palpable. Caroline documente discrètement les conditions des animaux, préparant un rapport détaillé qu'elle prévoit d'envoyer aux autorités
après l'événement, lorsqu'elle aura suffisamment de preuves. Pierre poursuit son travail secret avec Tempête, maintenant avec l'aide occasionnelle de Michel, qui montre une aptitude naturelle à communiquer avec les chevaux, un don que Dubois n'a jamais perçu chez son fils, qu'il considérait comme trop faible pour suivre ses traces. Élise, l'épouse silencieuse qui a été témoin d'années de cruauté sans oser protester, trouve en Caroline une confidente. Lors des visites médicales pour sa cheville blessée, les deux femmes développent une amitié prudente. « J'ai toujours su que ce que Richard fait est mal », confesse Élise un après-midi particulièrement difficile. Mais la peur a de nombreux visages, et certains sont si familiers qu'on les reconnaît à peine comme de la crainte. La vétérinaire comprend qu'en Élise, elle peut trouver une alliée précieuse. Quelqu'un qui connaît tous les secrets sombres de la crête dorée. Finalement, le jour du grand événement arrive. La ferme est transformée. Gradins agrandis, décorations luxueuses, un système de sonorisation de pointe et des caméras stratégiquement positionnées pour diffuser le spectacle sur Internet. Des acheteurs d'Europe et des États-Unis circulent parmi les propriétaires terriens locaux, tous impatients de voir l'attraction principale. Le dressage du légendaire Tempête, le cheval qui, selon les rumeurs, a sauvé le fils du propriétaire. Pendant l'inondation, Dubois, vêtu de son costume de gala campagnard, pantalon noir impeccable, bottes de cuir lustré, foulard rouge au cou et chapeau à large bord, se promène dans l'événement comme un roi dans son domaine. Il présente Tempête aux invités comme le dernier grand défi, promettant une démonstration de dressage qui restera dans l'histoire. Ce que personne ne perçoit, c'est l'éclat fébrile dans ses yeux, la tension dans ses larges épaules, les signes subtils d'un homme divisé intérieurement. Lorsque le moment arrive enfin, la foule se tait dans l'attente. Tempête est conduit au centre du manège, sa robe noire brillant sous le soleil de l'après-midi comme de l'obsidienne polie. La tache blanche sur son front semble pulser d'une lumière propre. Dubois entre dans l'arène avec son fouet spécial et ses éperons fraîchement aiguisés, outil d'une cruauté qui est devenue sa signature. Le silence est absolu lorsque l'homme et l'animal se font face à quelques mètres de distance. C'est à ce moment critique que l'inattendu se produit. Avant que Dubois ne puisse commencer sa démonstration de dressage, Tempête se cabre majestueusement sur ses pattes arrière, non pas dans un défi agressif, mais dans un mouvement qui rappelle les chevaux des anciennes écoles d'équitation européennes. Redescendant avec une grâce impressionnante, l'étalon entame alors une série de mouvements qui laissent tout le monde bouche bée. Piaffer, passage, levade, appuyé, tous exécutés avec une précision qu'aucun entraînement brutal ne pourrait jamais produire. Tempête se déplace dans le manège comme un danseur, démontrant des niveaux d'entraînement classiques que Dubois n'aurait jamais pu lui enseigner. La foule venue pour assister à une domination assiste plutôt à une danse, l'expression la plus pure du partenariat volontaire entre l'homme et l'animal. De nombreux spectateurs se lèvent, certains les larmes aux yeux devant la beauté transcendante du moment. Michel, regardant au premier rang, sourit avec connaissance de cause. Caroline et Pierre échangent des regards complices dans l'ombre, et Dubois reste immobile au centre de l'arène, son fouet pendant inutilement dans sa main, confronté à une démonstration d'entraînement tellement supérieure à la sienne qu'elle rend sa cruauté non seulement inutile, mais ridiculement primitive. Le fermier, dans un accès de fureur et d'humiliation, lève le fouet, un mouvement que la foule accueille avec un soupir collectif de désapprobation. Avant qu'il ne puisse donner le coup, cependant, son fils court dans l'arène, se plaçant entre son père et l'animal. « C'est mon ami », déclare le garçon avec une clarté surprenante, sa voix amplifiée par le système de sonorisation qui est toujours allumé. « Pierre m'a appris qu'on peut demander au lieu de forcer. » Le nom de Pierre résonne dans le système de sonorisation, et toutes les attentions se tournent vers le palefrenier qui émerge discrètement de l'ombre. Confronté, il admet avoir secrètement entraîné Tempête en utilisant les méthodes ancestrales de sa famille. « Je n'ai pas brisé son esprit », explique-t-il avec simplicité. « J'ai juste invité sa coopération. » La révélation provoque un murmure qui parcourt la foule. Les acheteurs internationaux, impressionnés par la démonstration,
commencent à se demander pourquoi Dubois n'a jamais mentionné cette méthode d'entraînement supérieure. Les journalistes présents pour couvrir l'événement sentent une histoire plus intéressante que prévu, et les propriétaires terriens voisins, dont beaucoup sont secrètement mal à l'aise avec la brutalité dont ils ont été témoins au fil des ans, voient une possibilité de changement sans perte de tradition. Dans les jours qui suivent, une transformation commence à s'opérer dans la communauté. Lors des traditionnels déjeuners du dimanche, où les sujets importants sont discutés entre café et viande, Caroline en profite pour partager ses préoccupations concernant les méthodes conventionnelles de dressage. Elle trouve un public étonnamment réceptif, surtout parmi les plus jeunes, lassés des pratiques qu'ils considèrent comme dépassées. Élise, inspirée par l'acte courageux de son fils, rompt finalement son silence. Lors des réunions de l'association des propriétaires terriens, elle parle ouvertement des méthodes alternatives qu'elle a observées, décrivant comment son propre fils a établi une connexion avec Tempête sans aucune violence. Sa voix douce, mais déterminée, porte le poids d'une autorité morale que beaucoup respectent. L'épouse qui a supporté en silence pendant des décennies a enfin quelque chose à dire, et la communauté écoute. Pour compliquer la situation de Dubois, une grave sécheresse frappe la région, la pire depuis 50 ans. Les rivières s'assèchent, les pâturages se transforment en poussière, et de nombreux propriétaires terriens sont confrontés à la difficile décision de vendre une partie de leurs terres pour survivre. Voyant une opportunité dans la crise, Dubois prévoit d'étendre ses domaines, mais a besoin d'argent rapidement pour profiter des bas prix des propriétés voisines en difficulté. Décision fatale. Contre les protestations véhémentes de Michel et le regard réprobateur d'Élise, le fermier conclut un accord pour vendre Tempête à un acheteur étranger, un richissime arabe qui offre une somme stratosphérique pour l'impressionnant étalon noir. Ce n'est qu'un animal, se justifie-t-il lors d'un dîner tendu. Et les affaires sont les affaires. Ce qu'il ne révèle pas, c'est qu'une partie de sa décision naît du désir de se débarrasser du cheval qu'il a humilié publiquement, un rappel constant de son inadéquation. La veille du départ prévu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tempête, utilisant des techniques que personne ne pourrait expliquer, parvient non seulement à ouvrir le verrou de son propre box, mais aussi à libérer tous les autres chevaux de l'écurie. Des témoins rapporteront plus tard avoir vu l'étalon noir manipuler habilement les verrous avec ses dents, avec une précision presque humaine. Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre. Cependant, les animaux ne s'enfuient pas. À l'aube, lorsque Dubois arrive furieux aux écuries vides, il trouve tous les chevaux réunis dans le champ ouvert de la ferme, formant un cercle parfait autour de Tempête. La scène insolite attire rapidement l'attention des employés, de la famille, et même de quelques voisins qui arrivaient pour assister au départ du célèbre étalon. Alors que tous observent stupéfaits cette formation inexplicable, un incendie se déclare dans le vieux hangar, desséché par des semaines de chaleur extrême. Les flammes se propagent avec une vitesse terrifiante, menaçant d'atteindre le dépôt de carburant à proximité. La panique s'installe parmi les personnes présentes. Le matériel de lutte contre l'incendie de la ferme est clairement insuffisant pour l'ampleur de la catastrophe qui s'annonce. C'est alors qu'ils assistent à l'incroyable. Tempête hennit, fort, un son qui ressemble à un ordre, et les chevaux se déplacent en parfaite synchronisation en direction de la rivière qui, bien que réduite par la sécheresse, conserve encore un débit constant. Un par un, les animaux plongent dans l'eau, restant suffisamment longtemps pour tremper leur corps. Ils retournent ensuite au hangar en flammes, se positionnant stratégiquement autour du feu, avec des mouvements coordonnés qui défient toute explication rationnelle. Les chevaux mouillés commencent à encercler l'incendie, créant une barrière vivante qui empêche l'avancée des flammes vers le dépôt de carburant. Certains se roulent par terre, étouffant les petits foyers avec leur corps trempés. Tempête dirige l'opération avec une précision impressionnante, indiquant par des hennissements spécifiques où chaque animal doit se positionner. La scène, surréaliste, est observée par des dizaines de personnes, y compris des journalistes locaux, qui étaient arrivés pour couvrir la vente du célèbre cheval et qui enregistrent maintenant quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Les pompiers qui arrivent finalement sur les lieux constatent que l'incendie est déjà largement maîtrisé,
grâce à l'intervention inexplicable des animaux. Les images capturées par les téléphones portables se répandent à une vitesse virale sur Internet. En quelques heures, de grandes chaînes nationales dépêchent des équipes dans la petite ville. L'histoire du cheval pompier et de son impressionnant comportement coordonné attire l'attention internationale, amenant des experts en comportement animal qui débattent de théories sur l'intelligence collective et les capacités cognitives équines, auparavant sous-estimées. Cette notoriété inattendue entraîne un examen indésirable pour Dubois. Des journalistes d'investigation, attirés par l'histoire principale, commencent à déterrer des informations sur les pratiques de la crête dorée. D'anciens employés, encouragés par l'attention des médias, partagent des expériences sur les méthodes cruelles dont ils ont été témoins. Caroline, voyant une occasion unique, met à disposition son rapport détaillé sur l'état des animaux. La réputation du fermier, construite au fil des décennies, s'effondre en quelques jours. Les acheteurs internationaux annulent des contrats, d'anciens amis de rodéo prennent leur distance pour protéger leur propre image, et même l'acheteur arabe retire son offre pour Tempête, ne voulant pas s'associer à la controverse croissante. Lors de la traditionnelle fête des récoltes, un événement qui rassemble toute la communauté malgré la sécheresse dévastatrice, la révélation finale a lieu. Au milieu des célébrations, Pierre Lambert est reconnu par un vieil homme, l'ancien cuisinier de la ferme, l'un des rares à avoir été témoin de l'expulsion injuste de sa famille, il y a des décennies. La véritable identité du palefrenier est révélée. Il est le fils de l'ancien contremaître, injustement accusé de vol par Dubois. Confronté publiquement, Pierre admet son origine et explique sa motivation initiale de vengeance. « Je suis venu pour détruire, mais je suis resté pour reconstruire », déclare-t-il avec une simplicité qui fait taire la foule. Les chevaux m'ont appris que la justice véritable ne naît pas de la représaille, mais de la restauration. Pour Dubois, c'est le coup de grâce. Abandonné par ses amis influents, méprisé par la communauté où sa famille vit depuis des générations, confronté à sa femme et à son fils qui remettent maintenant ouvertement en question ses choix, le fermier se réfugie dans la boisson et l'isolement. Pendant des jours, il erre dans les champs desséchés de sa propriété, confronté à l'héritage toxique qu'il a construit. Par une nuit de nouvelle lune, lorsque le ciel est aussi sombre que la robe de Tempête, Dubois part en promenade solitaire à cheval, ivre et tourmenté par des pensées sombres. Sur un terrain dangereux qu'il connaît bien, mais qu'il néglige en raison de son état altéré, il est victime d'un grave accident. Son cheval, effrayé par un serpent, le jette dans un ravin escarpé. Grièvement blessé, le fermier se retrouve, piégé dans un endroit presque inaccessible, avec une jambe cassée et des blessures internes. Pendant 2 jours, des équipes de secours tentent de le secourir. Le terrain traître, aggravé par les glissements de terrain causés par l'alternance récente de pluies torrentielles et de sécheresse extrême, empêche même les secouristes les plus expérimentés. La situation semble désespérée lorsque les médecins alertent que, sans soins immédiats, Dubois risque de ne pas survivre. C'est à ce moment critique que Tempête, à la surprise générale, montre un comportement qui suggère une compréhension de la situation. Agité dans son box, hennissant avec insistance, l'étalon semble essayer de communiquer quelque chose. Pierre, qui a développé une sensibilité unique pour interpréter les signaux de l'animal, suggère quelque chose d'apparemment absurde. Permettre à Tempête de guider une tentative de sauvetage. Il connaît des chemins que les humains ignorent, insiste Pierre, et il a une agilité qu'aucun de nous ne possède. Face au désespoir de la situation et avec l'approbation hésitante des autorités, une expédition inhabituelle est organisée. Pierre, monté sur Tempête, accompagné de 2 secouristes sur leurs propres chevaux, part en direction indiquée par l'étalon noir. À la stupéfaction des guides locaux expérimentés, Tempête choisit des sentiers presque invisibles, des détours ingénieux qui contournent les zones instables, montrant une connaissance du terrain qui transcende les explications conventionnelles. Après des heures de marche méticuleuse, le groupe atteint Dubois, le trouvant conscient mais gravement affaibli. Le sauvetage dramatique fait les gros titres nationaux. Les images de Tempête guidant l'expédition sur un terrain impossible deviennent le symbole d'une intelligence animale que la science peine encore à comprendre pleinement.
Des experts débattent de théories sur la mémoire spatiale équine et les capacités cognitives auparavant sous-estimées. Pour la communauté locale, cependant, l'explication est plus simple et plus profonde. Tempête a choisi le pardon au lieu de la vengeance, disent les anciens autour du café. Pendant sa lente convalescence, Dubois est confronté à une profonde crise existentielle. Confiné à un lit d'hôpital, puis à un fauteuil roulant pendant des mois de physiothérapie, il dépend des mêmes êtres qu'il a maltraités pendant tant d'années. Son fils Michel lui rend visite quotidiennement, apportant toujours des nouvelles de Tempête et des autres chevaux. Élise, avec une douceur ferme qui surprend les deux, supervise non seulement sa guérison physique, mais aussi la restructuration complète de la ferme. Lorsqu'il retourne enfin à la Crête Dorée, près de 8 mois après l'accident, Dubois trouve une propriété, transformée. Sous la direction conjointe de Pierre, Caroline et Élise, les écuries ont été rénovées selon des concepts modernes de bien-être animal. Les anciens manèges de dressage brutal ont cédé la place à des zones d'entraînement basées sur des méthodes douces. Et à sa plus grande surprise, un nouveau centre d'équithérapie accueille des enfants ayant des besoins spéciaux de toute la région. La transformation définitive a lieu un matin d'hiver, lorsque Dubois, toujours appuyé sur des béquilles, se rend au pâturage où Tempête vit maintenant en semi-liberté. L'homme qui a consacré des décennies à la domination par la force s'approche maintenant désarmé, vulnérable. Le majestueux étalon noir l'observe attentivement, la tache blanche en forme d'étoile brillant sous le soleil pâle de la campagne. « Tu avais raison, père », murmure Dubois au vent froid, des mots adressés à l'homme qui a tenté sans succès de lui enseigner le respect des animaux. Il tend alors la main ouverte, dans un geste qu'il a appris en observant son fils interagir avec les chevaux. À sa surprise et à sa profonde émotion, Tempête s'approche lentement et touche sa paume de son museau velouté, le même geste d'acceptation qu'il a offert à Pierre lors de leur première rencontre, un nouveau départ symbolisé dans le plus simple des contacts. 1 an après l'incident qui a failli lui coûter la vie, la communauté se réunit à la Crête Dorée pour une célébration spéciale. L'inauguration officielle du sanctuaire Étoile Blanche, premier centre régional dédié à la récupération des chevaux maltraités et à l'enseignement de méthodes de dressage humanitaire. Là où résonnaient autrefois des cris de douleur et des claquements de fouet, on entend maintenant les rires des enfants lors de séances thérapeutiques et le doux murmure des dresseurs qui utilisent la voix et un langage corporel positif pour communiquer avec les animaux. Dubois, transformé par l'expérience, trouve enfin la paix en retrouvant en lui la gentillesse que son père a toujours essayé de lui enseigner. Aux côtés de Pierre, il développe un programme d'entraînement qui combine les techniques ancestrales avec les connaissances modernes, prouvant que la culture française peut préserver ses racines sans cruauté. Caroline, maintenant mariée à Pierre, supervise la santé des animaux et développe une recherche académique sur le comportement équin qui attire des étudiants de tout le pays. Tempête, maintenant libre de vagabonder comme il le souhaite, choisit de rester. L'impressionnant étalon noir forme un lien spécial avec Michel, à qui il semble enseigner d'anciens secrets de communication entre les chevaux et les humains. Le garçon, révélant un talent naturel qu'il a reçu directement des mains de son grand-père qu'il n'a jamais connu, documente ses découvertes dans un journal qui combine des observations scientifiques précises avec la sensibilité poétique de celui qui voit au-delà du visible. L'histoire de la transformation de Dubois et de l'intelligence extraordinaire de Tempête devient une légende locale, racontée autour du café où les vérités et les mythes s'entremêlent sous le ciel infini de la campagne. Dans les écoles de la région, les enfants apprennent la communication animale et l'empathie interespèces, visitant régulièrement le sanctuaire pour des expériences pratiques qui façonneront une nouvelle génération d'éleveurs. Et dans les plaines dorées à l'aube, lorsque le brouillard bas crée l'illusion d'un monde entre les réalités, des chevaux autrefois brutalisés galopent maintenant librement, leurs crinières au vent comme des drapeaux d'une révolution silencieuse. Tempête mène le groupe, sa tache blanche en forme d'étoile captant les premiers rayons du soleil comme un phare d'espoir. Dans ce mouvement harmonieux de liberté négociée, ni sauvagerie complète, ni domestication forcée, réside la véritable essence de la rédemption. L'équilibre délicat entre nature et humanité, possible seulement lorsque le respect remplace la peur et que la compréhension surpasse la domination. La ferme de la Crête Dorée,
autrefois symbole de cruauté déguisée en tradition, se transforme en modèle d'évolution culturelle. La preuve vivante que nous pouvons honorer nos racines les plus profondes sans perpétuer leurs ombres et que la vraie force n'a jamais résidé dans la capacité de soumettre, mais dans le courage de reconnaître l'erreur et dans la grandeur d'esprit nécessaire pour reconstruire à partir des ruines de ce que nous étions autrefois.